On est passé dans l'excès inverse. C'est-à-dire que maintenant, ce ne sont plus les hommes qui dominent la société, mais c'est le contraire, c'est la féminité qui domine. Elle domine tellement d'ailleurs que votre référence sur ce sujet-là, vous avez été la chercher chez Elisabeth Badinter, féministe, Oui. Qui dit « Le rêve égalitaire a démantelé la masculinité traditionnelle ». Oui, toutes les valeurs qui étaient avant masculines ont été rétrogradées, c'est-à-dire que maintenant ces valeurs masculines qui étaient associées justement à cet autoritarisme et à ce sexisme, eh bien maintenant n'ont plus cours, on n'en veut plus et on prend exactement les valeurs inverses, c'est-à-dire c'est la spontanéité, c'est la proximité, c'est le lâcher-prise, tout ce qui est contraire. Et les valeurs masculines, à contrario, c'était quoi? La puissance, la force de frappe, ce qui est contraire aux valeurs masculines? Non, aux valeurs féminines. Les valeurs féminines, eh bien, au lieu que ça soit par exemple la fermeté, eh bien maintenant c'est la discussion, la négociation. Au lieu que ce soit la distance, eh bien maintenant c'est la proximité. Au lieu que ce soit le contrôle et la rigueur, eh bien maintenant c'est la spontanéité, le lâcher prise. Et vous pensez vraiment que c'est ce rêve égalitaire qui a démantelé la masculinité traditionnelle? Vous allez faire plaisir à Zemmour et à quelques autres? Oh, si je fais plaisir à Zemmour, tant mieux pour lui, mais bon, je ne partage pas tout à fait son analyse et notamment ses conclusions. Cette vision, elle n'est-elle pas la négation finalement du rôle de la mère quand même? En matière d'autorité, vous dites par exemple que l'autorité parentale, qui est dans notre société quand même le plus souvent laissée à la mère, c'est vrai, aujourd'hui, n'est qu'une autorité peu rentable. Alors le mot rentabilité, qui est un terme économique. Oui, c'était un jeu de mots. C'était un jeu de mots parce que on parlait avant d'autorité paternelle, on est passé à l'autorité parentale depuis 1970, et moi je disais parentale parce qu'en fait, on peut presque dire qu'il n'y a pas d'autorité maintenant. L'autorité dans une famille n'existe plus parce qu'il n'y a plus les conditions pour qu'il y ait vraiment d'autorité. Et notamment parce que la fonction de père dont on ne voulait plus parce qu'elle était très mal jouée, et on a eu raison de la contester, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était plus un dictateur et même qui était en plus macho et sexiste, eh bien on l'a complètement rejeté, mais maintenant il n'y a plus de fonction symbolique de père. Et sans fonction symbolique de père, je dirais qu'il n'y a pas de fonction non plus symbolique de mère. Est-ce que vous ne noircissez pas le tableau? Moi je suis père, je n'ai pas le sentiment, si vous voulez, de ne pas jouer mon rôle de père de famille. Ah mais oui, effectivement... on ne s'en rend pas compte, mais depuis 40 ans, donc, dans une famille, l'autorité s'exerce très difficilement pour une bonne raison qu'on a nié la différence des sexes. On considère maintenant depuis 40 ans qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, pas de différence entre un père et une mère. Alors, c'est sûr que l'on a contesté les rôles traditionnels, et là je suis tout à fait d'accord pour contester ces rôles traditionnels qui étaient sexistes, mais par contre on a confondu les rôles et les fonctions symboliques. Et on a nié le fait que les enfants ne voient pas leur papa et leur maman de la même façon. Et en plus, notamment si ce sont des garçons et si ce sont des filles. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de revenir? Vous dites non, mais je veux pas. Mais enfin, est-ce qu'à l'adulte agressif, qui est celui de la société patriarcale, à une société, vous l'avez dit, mais elle est quand même machiste. Et si elle est machiste, on va dire qu'elle est sexiste. Si elle est sexiste, on va dire qu'elle est phallocrate. Et cette société-là, pardonnez-moi de vous le dire, personne n'en veut plus. Mais moi non plus, je n'en veux plus de cette société. Je l'ai contestée dès les années 60 et je la conteste toujours. Je ne suis absolument pas. Parce que vous avez été 68 tard. Oui. Et je ne regrette pas de l'avoir été à ce moment-là. Je trouvais que la contestation de 68 était indispensable et qu'il fallait la faire, mais il n'est absolument pas question de revenir en arrière maintenant pour moi. Au contraire, il s'agit d'avancer. C'est-à-dire critiquer le père qui était dictateur, d'accord, mais ne plus avoir de père du tout, ce n'est pas la solution. Et moi, je voudrais un père qui joue la fonction de père, et c'est-à-dire, c'est une fonction qui pour moi est totalement démocrate. C'est-à-dire, ce n'est plus celui qui fait sa loi pour son plaisir, mais c'est celui qui doit dire la loi pour le bien de l'enfant. Parce que c'est indispensable pour l'enfant. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ce que vous êtes en train de dénoncer, ce sont les effets de mai 68 auxquels vous avez participé? Vous dites, moi j'adorais mai 68, mais c'est la société libérale, libertaire qui est la nôtre, c'est celle de mai 68. Mai 68 n'est qu'un élément de la contestation qui pour moi a commencé au XVe siècle. On a commencé à contester la société patriarcale dès le XVe siècle, à partir du moment où on a contesté l'origine divine de l'autorité. Et ça nous a amené
le libéralisme, ça nous a amené la révolution, ça nous a amené la démocratie. Donc, je suis certainement pas celui qui va contester cette évolution, ce progrès au niveau de la démocratie. Et 68 n'est que l'aboutissement. 68 a critiqué ce qui restait de la société patriarcale. Non, mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que vous me parlez de mai 68 et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites, en gros, ce qui est dur pour la société, c'est qu'il n'est plus autorisé d'interdire aux enfants. Et vous référez à mai 68 où le symbole, c'était d'interdire. Oui, mais tout à fait d'accord. Je conteste il est interdit d'interdire, mais il ne s'agit absolument pas de revenir à ce qu'il y avait avant, où je répète, le père était surtout un dictateur. Moi, je voudrais un père qui joue sa fonction en accord avec la mère, c'est-à-dire c'est un jeu qui doit se jouer entre le père et la mère pour le bien de l'enfant. Et je vais peut-être dire pourquoi j'insiste sur ce jeu, parce que la maman est très mal placée pour avoir de l'autorité sur l'enfant, puisqu'elle est vue comme une femme qui est toute puissante. Vous avez scandalisé, là, parce que là, j'ai été spectatrice là, moi je vais avoir 100 lettres, 200 lettres en me disant, mais votre invité, quand il dit que les mères n'ont pas d'autorité, des fois les mères ont plus d'autorité que les hommes. La réponse, c'était déjà la lettre. Elles ont de la fermeté, mais ce n'est pas de l'autorité. Parce que quand l'enfant obéit à la maman, elle n'obéit pas à la règle qui est posée, à la loi qui est posée. Les enfants obéissent par peur de la maman. Ils ont peur de perdre l'amour de la maman. C'est-à-dire, ils sont pratiquement comme dans un chantage affectif. Ils obéissent pour faire plaisir à la maman par peur de la perdre, mais ils n'obéissent absolument pas à la loi. Comment voulez-vous d'ailleurs qu'ils obéissent à la loi, puisqu'ils voient cette personne comme une personne toute puissante qui n'a pas de limite, qui n'a pas de règles? Comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas de règles puisse faire intégrer les règles à un enfant? C'est pas possible. C'est comme si, moi, je disais à quelqu'un qui était dans la salle, si j'avais un petit peu d'autorité, qu'il était interdit de fumer, alors que moi, je suis en train de fumer. C'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas faire avant, c'est-à-dire avant, on donnait l'autorité au père et c'était imposé, il n'y avait rien à dire, en disant même qu'il était supérieur à la femme. Maintenant, il me semble qu'il faut jouer cette fonction simplement parce que l'enfant en a besoin. Je parle bien sûr, du petit enfant, c'est-à-dire jusqu'à 5 ou 6 ans. Après, c'est autre chose. Quand l'enfant a intégré les limites, bien sûr, il peut les recevoir d'une autre personne que le père. Mais quand il est petit, il a besoin de passer par cette personne qui est masculine, forcément. Puisque l'homme n'est pas vu tout puissant, lui. Je reviens sur votre postulat, la rétrogradation de l'homme et du rôle du père, donc du chef de famille. Et de cela naissent de très nombreuses critiques dans votre ouvrage. La première, c'est la dénonciation des familles elles-mêmes, qui sont devenues, à votre goût, trop complaisantes. C'est votre terme. Hein. Oui. La transmission ne s'effectue plus parce qu'on n'ose plus inculquer aux enfants, parce que les enfants sont devenus des enfants rois. Mais parce qu'il n'y a pas de fonction de père. Donc la fonction de père, la principale fonction, c'est de faire intégrer les limites. Et tout ce que l'on apprend, ce sont des limites. C'est-à-dire, les règles simplement de vie, ce sont des limites. Il est interdit de faire telle chose, il est interdit de faire quelque chose. À l'école, pareil, ce sont des règles. La lecture, l'écriture, la grammaire, le calcul, ce sont des règles à respecter. Donc si vous avez des enfants qui ne respectent pas les règles, ils ne peuvent pas apprendre. Ils se fient qu'à eux-mêmes, ils sont tout puissants. On a des enfants rois qui sont persuadés de tout savoir et qui n'écoutent personne. Vous dites même que ce jeunisme, ça fait le jeu du libéralisme et ça réduit l'école à un outil de formatage. Oui, c'est-à-dire qu'on est en train de favoriser ce qui est le désir, alors qu'avant le désir était un péché, et bien maintenant il faut se laisser aller à tous ces désirs et donc consommer dans tous les sens du terme. Ça, c'est un sujet du bac, de cette scène, oui, le désir. Il y a dans votre livre une critique rarement avancée ailleurs, c'est la mise en cause à l'école. J'ai trouvé ça intéressant parce que je ne l'avais pas lu ou très peu lu. C'est la mise en cause des parents d'élèves. C'est-à-dire quand ils se regroupent finalement. Et les arguments font réfléchir parce qu'en fait, vous leur reprochez de vouloir maintenir une place maintenant qui est devenue quasi égale aux enseignants. Est-ce qu'il faut s'en plaindre ? Il faut se plaindre là aussi des dérives. Mon premier livre s'attaquait aux dérives du féminisme, c'est-à-dire je ne m'attaquais pas au féminisme, je m'attaquais aux dérives dans le féminisme. Et là, c'est la même chose. Je considère que les parents d'élèves ont une place qui est très importante à l'école. Ils doivent avoir une place à l'école très importante, puisqu'ils doivent, avec les enseignants, faire progresser l'enseignement et l'éducation des enfants. Mais le problème, c'est comme notre société tout entière, et je dis bien depuis, pas simplement depuis aujourd'hui, depuis plus de 50 ans,
à partir du moment où on refuse la fonction de père, on est dans le maternage. Il n'y a plus que le maternage, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Le maternage n'existait pratiquement pas. C'était l'autorité paternelle, point, c'est tout. Maintenant, ce n'est que le maternage. Donc les parents maternent leur enfant dans la famille et ils continuent de le materner quand leurs enfants deviennent élèves et qu'ils sont à l'école. Et donc, on a des parents qui sont surtout dans cette fonction. Pas tous, faites bien attention, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même paquet, mais beaucoup de parents considèrent que leur rôle, c'est de protéger leur enfant quand ils sont à l'école. Alors, dans cet ouvrage, vous ne faites pas de preuve de corporatisme, ça c'est formidable, parce que vous en prenez aussi aux enseignants, donc à vos collègues, qui ne sont pas à l'abri de votre courroux, et vous dites, les enfants sont cajolés dans la famille, ils sont soutenus et assistés par les parents d'élèves quand ils sont à l'école, et ils sont donc eux aussi trop maternés par les instituteurs et les professeurs, enfin par les professeurs d'école et de collège et de lycée. Oui, bien sûr, moi je m'en prends pas aux personnes, parce que les personnes, elles sont telles qu'elles sont. Je m'en prends à une idéologie qui est devenue dominante depuis une trentaine d'années et qui fait erreur. Et en même temps, le fait de m'en prendre à une idéologie, c'est ce qui fait que je reste plutôt optimiste, parce qu'une idéologie, ça peut changer. On a changé entre l'idéologie patriarcale et l'idéologie que j'appelle féministe, même si je la fais débuter au XVe siècle, je l'appelle féministe parce qu'elle conteste totalement l'idéologie de la société patriarcale dominée par les hommes. Donc je l'appelle féministe, mais cette idéologie aussi, il faut la critiquer, il faut la faire avancer. Pendant 30 ans, vous avez été professeur, vous-même, au collège et au lycée. Qu'est-ce que vous avez fait en plus des autres, en moins des autres? Eh bien, j'ai essayé de garder une fonction de père, parce que je considère que les enseignants sont dans une fonction de père. Vous étiez professeur de? J'étais professeur d'histoire et géographie, donc en collège et au lycée. Histoire et géographie, donc on s'intéresse beaucoup aux problèmes de société, donc c'était très intéressant. Mais c'est vrai que j'avais pas mal de difficultés dans cette école, puisque j'allais un petit contre ce maternage, un petit peu contre ce maternage. On peut en reparler au niveau de l'évaluation, par exemple. Il est certain qu'au niveau de l'évaluation, moi je me suis toujours dressé contre les professeurs qui parlaient d'un élève qui était mauvais élève, parce que je considère ça abominable. On n'a pas le droit de dire qu'un élève est mauvais élève, mais je me suis aussi toujours dressé contre ceux qui disaient qu'un élève était bon élève, parce qu'on n'a pas plus le droit de dire qu'un élève est bon élève. On doit évaluer non pas l'élève, mais ce qu'il a fait. Et à partir du moment où si sur un travail à un moment donné, il n'y a rien de bon dans sa copie, eh bien il me semble normal de lui mettre un 0, s'il n'y a rien de bon. Et je ne considère pas ça dévaloriser l'élève. Donc valoriser l'élève, qui consiste très souvent maintenant à lui mettre une bonne note pour pouvoir le valoriser, je trouve ça aberrant. Donc c'est la note correspond au travail qui a été fourni et non pas à la volonté psychologique. Et puis la note ne dit rien sur la valeur de l'élève. Parce qu'un élève peut très bien faire un très mauvais travail à un moment donné, et puis après, à un autre moment, faire un excellent travail. Ben alors, il faut supprimer le bac alors. Non, le bac doit... Parce qu'à un moment donné, il peut faire un excellent travail, donc ce n'est pas représentatif du travail qu'il a mené pendant toute l'année. Oui, il faut mais quand même, continue. Bon, un examen final quand même est fait aussi pour évaluer l'ensemble d'un travail, l'ensemble d'acquisition. Bon, alors c'est sûr, peut-être le contrôle continu est peut-être plus objectif, je suis d'accord, mais pourquoi pas aussi les préparer à un examen à un moment donné. C'est pas du maternage pour le coup. Comment? Le bac, c'est pas du maternage. Si, c'est du maternage dans l'évaluation qu'on en fait, puisque maintenant ce qui compte, c'est d'en faire réussir le maximum. Donc, le bac, quand un élève a 8, on demande au professeur quels sont les professeurs qui veulent donner des points en plus pour qu'il arrive à avoir un peu plus. Donc, on est toujours dans le maternage parce qu'on refuse, encore une fois, de dévaloriser l'élève. Et je comprends qu'on n'ait pas le droit de dévaloriser l'élève, mais on n'a pas le droit non plus de le valoriser de cette façon. Donc là, c'est vraiment l'état auquel vous prenez, c'est-à-dire cette évaluation qui dévalue finalement les enfants. Vous dites même que c'est le détournement de bonnes intentions, parce qu'au départ, les bonnes intentions, c'est de ne pas perdre d'enfants en cours, parce que vous avez pendant 30 ans, vous aussi, essayé d'éviter que ces enfants soient abandonnés au fil de l'eau. Ce qui était une bonne intention, c'est d'arrêter de décourager les élèves en leur disant qu'ils étaient mauvais élèves et en les humiliant d'une certaine façon. Mais parce que justement, on évaluait l'élève. Alors que ce qu'il faut faire maintenant, on est toujours dans la même erreur parce qu'on continue d'évaluer l'élève. Simplement, au lieu de dire qu'il est mauvais élève, maintenant, on fait tout pour qu'on puisse dire qu'il est bon.
Mais on n'a pas amélioré l'évaluation pour autant. Alors, la responsabilité de l'État, c'est dans l'évaluation des élèves, on vient d'en parler. Puis alors, il y a aussi un pan entier de votre ouvrage qui est important aussi, c'est la mise en cause de l'État, sa responsabilité dans l'instauration de l'idéologie du genre dans les programmes éducatifs. Oui, mais là, on ne peut pas parler de responsabilité de l'État. C'est la responsabilité toujours de cette idéologie dominante, parce qu'on est dans l'idéologie du genre déjà depuis 40 ans. Depuis 40 ans, on est en train de dénier la différence des sexes. Alors, toujours pareil, cette idéologie du genre a eu quelque chose de très bon au départ, notamment dans les années 70, puisque cette idéologie a permis de lutter contre les discriminations sexistes, contre les stéréotypes sexistes. Donc j'étais tout à fait d'accord à ce moment-là pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Simplement, maintenant, j'ai repris donc les termes de Najat Vallaud-Belkacem. Elle dit « Le genre est un outil conceptuel utilisé par les chercheurs qui travaillent sur les rapports entre les sexes pour démontrer tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale. » Je suis tout à fait d'accord avec ça. De relever tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale, essayer de balayer cette construction sociale sexiste. Mais le problème, c'est que maintenant, on ne veut plus simplement relever tout ce qui, dans les inégalités, relève de la construction sociale, mais on dit que toute inégalité dans les comportements et les résultats entre les hommes et les femmes relève de la construction sociale. Et ça, c'est totalement faux. Parce que dans les inégalités de comportement et de résultats, il y a bien sûr la construction sociale, et je ne la nie absolument pas, et je suis toujours contre cette construction sociale sexiste, mais il y a aussi la biologie, et notamment au niveau hormonal, les hommes et les femmes ne sont pas constitués de la même façon, et donc ça entraîne des réactions différentes, et il y a en plus la structuration du psychisme qui est différente chez un petit garçon et chez une petite fille, et ça c'est totalement indépendant de la culture, puisqu'on le retrouve dans toutes les civilisations, il y a 10 000 ans, en Amérique, en Océanie, partout. Et la structuration du psychisme se fait notamment à partir de ce constat de l'enfant qu'il naît dans un corps d'homme pour un garçon et d'une personne du sexe différent, ou dans un corps de femme pour la fille et d'une personne du même sexe. Et à part, si je veux bien croire que le fait d'offrir un camion, une poupée a de l'importance, mais le fait de naître dans un corps d'homme et d'une personne du sexe différent doit en avoir, il me semble, au moins autant. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que depuis 40 ans, et vous avez raison de relever cela, que l'idéologie du genre nous est assaisonnée au matin, au petit déjeuner, au déjeuner et au souper, est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que ça ne fonctionne pas, que ça ne prend pas, la greffe ne prend pas, parce que finalement c'est un peu contre la nature? Oui. C'est vrai que ça ne prend pas, mais en même temps, je dirais quand même ça a bien pris, parce que vous le constatez vous-même, personne ne fait la différence entre le rôle du père, les fonctions de père et de mère dans l'éducation. C'est devenu totalement normal que les fonctions soient identiques entre celles du père et de la mère. Et ça depuis bien 40 ans. Bien joué. Même si vous ne reprenez pas à votre compte la célèbre formule de Paul Gut, je rappelle quand même, jadis, les analphabètes étaient ceux qui n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ce sont ceux qui y vont. Vous partez quand même du principe qu'il faut refonder l'école. Qu'est-ce qu'on fait en priorité? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'il faut s'attaquer à ce problème de cette idéologie et corriger cette idéologie. Et comme je dis, il ne s'agit pas de revenir en arrière, parce que je considère que la société patriarcale, pour moi, c'était une société patriarcale qui s'adressait à l'humain dans l'enfance. Et à un enfant, on ne va pas tout lui expliquer. Il y a des choses qu'on lui impose forcément. On ne va pas mettre au bord d'une route en lui disant « tu sais, tu vas pouvoir traverser un moment ». Non, on lui dit non parce que c'est trop risqué. On a une société qui, à partir du XVe siècle, est passée dans l'adolescence. Et je considère qu'actuellement, on est en pleine crise d'adolescence. Et je crois que la solution après l'adolescence, c'est de devenir adulte. Malheureusement, comme on est dans le jeunisme, on pense que l'adolescence est l'idéal. Et ça ne va pas du tout. Donc il faut corriger ceci, c'est-à-dire corriger ces dérives pour aller vers une société plus adulte, c'est-à-dire accepter de jouer des fonctions pour que l'éducation puisse se faire. Et un élève qui pourra intégrer les limites, eh bien, acceptera les règles de la grammaire, acceptera les règles de l'orthographe, acceptera que Paris se trouve sur la Seine et non pas en Amazonie, etc. Et acceptera aussi ce que disent les enseignants qui ont quand même plus de connaissances que lui. Alors qu'actuellement, on a des jeunes qui sont persuadés de tout savoir et qui ne veulent absolument rien recevoir des autres. C'est moi, je, en premier.
Refonder l'école. C'est une dernière question quand même. C'est assez marrant parce que vous faites tout un ouvrage en disant qu'il ne faut pas materniser la société et qu'il faut remettre du père, chef de famille dans notre société. Et alors vous êtes très psychologisant et je trouve que la psychologisation des choses, c'est aussi une forme de maternisation de la société, non? Une certaine psychologie. C'est ce qui reste de mai 68 ou Une certaine psychologie qui veut travailler uniquement pour l'épanouissement personnel, alors que la psychologie et la psychanalyse, c'est aussi une science qui fixe des limites. C'est pas simplement une science qui est là pour développer simplement nos désirs et laisser la totale liberté. La liberté, en plus, moi je suis persuadé que ce n'est pas la toute-puissance. On est en train de confondre la toute-puissance de la même façon qu'on confond l'égalité en droit avec le droit à l'égalité. Donc, pour moi, la liberté et la psychologie, c'est justement avoir des règles. Il faut qu'on fasse des distinctions entre ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. voilà, contre la rétrogradation de l'homme, materner ou éduquer, ben là on avait les éléments de réponse, hein, et en tout cas refonder l'école, c'est de Jean Gabard aux éditions de Paris. Merci d'être venu à TV Liberté. Merci à vous.